Bonjour à tous et merci d'être venus à notre atelier solutions. En fait, on va avoir donc Dimitri Nagzaj qui va nous présenter dans un premier temps une étude sur le changement de comportement. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous aurons notre directeur marketing d'Écologique. À savoir, Écologique est un éco-organisme qui est spécialisé dans la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets électriques et électroniques, qui va vous présenter une solution concrète, en fait, qui permet autant à l'entreprise qu'à ses salariés de limiter son impact sur l'environnement. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Dimitri. Et ensuite, on passera justement au cas concret. Merci beaucoup. Merci. Vous appuyez sur le petit E qui est en bas dans la barre des pages. Merci Elisabeth. Revenons un petit peu dans le temps. En 2002, vous avez deux personnes, Michael Baumgart et William McDonough, un chimiste anglais et un architecte américain, un chimiste allemand, pardon, et un architecte américain, qui ont créé une théorie qu'ils ont appelée le cradle to cradle. Je pense que vous connaissez cette théorie. Elle veut qu'on puisse créer un système dans lequel chaque matière est réutilisable si on arrive à valoriser le matériau de chaque objet. Petit à petit, cette théorie a fait son chemin et ça a évolué dans les années 2010 en économie circulaire. Donc, vous avez une représentation ici. L'économie circulaire, vous avez une éco-conception à partir de matériaux, vous avez ensuite une utilisation de ces matériaux, de l'objet, vous avez à la fin de vie un geste de tri, puis une valorisation pour retrouver à nouveau les matériaux, éco-concevoir, etc. Là, je vais prendre une vingtaine de minutes pour parler avec vous du maillon faible qui, selon moi, est important dans l'économie circulaire, à savoir le comportement. Qu'est-ce qui se passe quand le geste de tri n'est pas effectué? Qu'est-ce qui se passe quand les individus ne recyclent pas? Donc, je m'appelle Dimitri Nagzaj, je suis docteur en psychologie sociale, et je travaille sur les changements des comportements relatifs au tri et au recyclage des déchets électroniques en particulier. Imaginez-vous, allez, vous êtes au service de Sa Majesté, vous travaillez en Angleterre et vous faites partie, on va dire, du bureau des taxes. On vous dit, ce qui est vrai, chaque année, il y a 600 millions de livres qui ne sont pas perçus parce que certains individus ne payent pas leurs taxes. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un comportement particulier, vous devez le changer. Comment vous faites? Alors, certains vont dire, on envoie l'armée. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut passer des lois plus restrictives. D'autres vont faire des campagnes de pub, pourquoi pas. Mais ce qu'ont fait mes collègues de la Nudge Unit anglaise, c'est déjà de reprendre la lettre qui est envoyée, la lettre de relance, envoyée aux personnes qui ne payent pas leurs taxes. Ils ont, dans un premier temps, simplifié cette lettre de relance et ils ont utilisé un premier levier comportemental qu'on appelle un appel à la norme ou la norme sociale. Je vous ai pris deux exemples, des vrais exemples qu'ils ont eux-mêmes utilisés. Premier exemple, en fait, vous avez la lettre envoyée avec tout le détail de ce qui est dû par la personne et une phrase clé qui fait un appel à la norme. Cette phrase, c'est celle-ci. Pour la première, 9 personnes sur 10 ont déjà payé leurs taxes cette année. Toutes les personnes qui ont reçu cette lettre-là, parmi toutes celles-là, 4,5% ont répondu favorablement et ont réglé leurs taxes. La lettre qui a le mieux fonctionné, c'est cette deuxième lettre, mentionnant la plupart des gens qui avaient une dette comme la vôtre ont d'ores et déjà réglé leur dette. Avec un tel message, vous avez 16% de retour. Alors vous allez me dire 4,5%, 16%, c'est pas énorme, mais quand on parle de 600 millions de livres chaque année, ça fait quand même une manne. Donc vous avez un premier levier psychologique là qu'on peut utiliser pour changer les comportements. Peut-être que vous avez déjà vu ce levier psychologique autre part, sur des petits stickers dans les hôtels, sur les miroirs dans les hôtels. Ça vient d'une étude qui est connue, une étude de psychologie sociale faite par Cialdini, Goldstein et leurs collègues en 2000,
entre 2005 et 2008, dans laquelle ils ont testé l'appel à la norme. L'appel à la norme, il se faisait comme ça. Ils affichaient des stickers ou sur les poignées de porte un message qui disait « 75% des clients de cette chambre ont réutilisé leurs serviettes ». Alors, ils étaient sur la réutilisation de serviettes parce qu'une serviette réutilisée n'est pas lavée, donc ça fait des économies d'énergie, entre autres. Résultat, avec un message comme ça, 44% des clients ont réutilisé leurs serviettes. Bon. Ça, c'est pour l'appel à la norme. C'est juste un levier psychosocial qu'on peut utiliser pour changer les comportements. Allez, un deuxième levier, cette fois-ci, on va parler d'engagement. Avec toujours cette problématique de réutilisation des serviettes. Vous avez Bakamotes, qui est une chercheuse en psychologie sociale, et ses collègues qui, en 2013, ont testé un système d'engagement un peu plus complexe. Imaginez-vous, vous entrez dans un hôtel, vous vous enregistrez à l'accueil, nom, prénom, et vous récupérez vos clés. Et à la fin, la personne derrière l'accueil vous dit « Bon, écoutez, en ce moment, on a une politique assez importante sur l'éco-citoyenneté, la sensibilisation à l'économie d'énergie. Donc, si vous le voulez, vous pouvez vous engager avec nous à préserver les ressources naturelles. Et si vous avez envie de faire ça, tenez, il y a un formulaire d'engagement. Si ça vous dit, vous pouvez adhérer, vous engager, vous signer. Sur ce formulaire, il y a une déclaration comme quoi vous vous souciez de l'environnement et vous ferez votre nécessaire pour recycler ou réutiliser vos serviettes. Et si vous vous engagez, vous avez un pins qui va symboliser votre engagement. Ce pins, il est là pour montrer aux autres que oui, vous vous êtes engagé en faveur de la planète. Résultat, 40% des serviettes de l'hôtel ont été réutilisées grâce à un formulaire d'engagement. Donc c'est quasiment une serviette sur deux, juste parce qu'une personne a signé un bout de papier. Plein de clients, en fait, ont signé un bout de papier et ont eu un pins en plus. Donc ça, c'est un deuxième levier. Ça s'appelle l'engagement. On va engager les individus sur le comportement qu'on veut les voir adopter. Un dernier exemple, c'est un exemple un peu plus complexe sur lequel j'ai travaillé personnellement avec des collègues en 2018. C'était avec l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Chaque année, Toulouse-Blagnac, donc l'aéroport de Toulouse, cherche des moyens pour réduire leur impact et leurs émissions de gaz à effet de serre. En 2017 et en 2018, ils ont remarqué que les petits camions-citernes qui vont avitailler les avions faisaient des dizaines de milliers de kilomètres chaque année pour rien. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un avion qui atterrit sur le tarmac, vous avez par défaut un camion qui va venir l'avitailler, même s'il n'a pas besoin de carburant. On a donc travaillé et cherché le comportement fautif, et on a cherché à modifier donc ce comportement. Ce comportement, il était auprès des pilotes des avions. On a donc cherché à modifier un comportement et demander aux pilotes des avions de tout simplement dire 20 minutes avant l'atterrissage à leur tour de contrôle s'ils avaient besoin de carburant ou pas. On a donc créé toute une campagne avec un joli logo et un formulaire d'engagement. Alors, ce n'était pas exactement la même chose que celui que je vous ai montré avant, mais au final, grâce à ce formulaire d'engagement et toute la campagne, d'une année sur l'autre, comparaison mois par mois, on a réduit jusqu'à 52% le nombre de déplacements inutiles des camions-citernes, ce qui représente 10 tonnes de CO2 par an. Donc là, vous avez, je vous ai donné 3 leviers psychologiques qu'on peut utiliser pour changer les comportements. En réalité, il en existe des dizaines. Et parmi tous ces leviers psychologiques qu'il est possible d'utiliser, il y en a un qui revient très souvent. Quand une administration, une entreprise vient me voir pour me dire on a besoin de changer un comportement, une des premières choses que je fais, c'est que je retourne la question. Je dis vous, comment est-ce que vous feriez pour changer les comportements ? Et une des réponses que j'ai le plus souvent, c'est l'incitation financière. On va proposer un truc en échange de ce qu'on veut. On va faire un marché pour changer les comportements des gens. Alors, des études sur les incitations financières, il y en a eu plein. Je ne vais pas vous faire le tour parce que sinon ça prendrait des heures. Mais il y a des expériences sur des incitations financières pour changer le comportement des enfants à l'école, pour qu'ils aient de meilleures notes, pour pousser des profs à enseigner plus et plus longtemps, pour pousser des parents à arriver à l'heure, etc., etc. Globalement, ce qu'on peut dire sur les incitations financières, c'est ça. Si vous utilisez une incitation financière, entre parenthèses, on parle d'incitation financière lorsque l'on va promettre une contrepartie à valeur financière pour un comportement, ou à l'inverse, on va punir, entre guillemets, en reprenant quelque chose de financier. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde porte son masque, sauf moi, parce que moi j'ai le droit, mais si vous ne portez pas votre masque, vous avez 135 € d'amende. C'est une incitation financière, parmi d'autres, à porter le masque. Sur la route, il y a des contrôles de vitesse, c'est également une incitation financière à respecter les limitations de vitesse.
Donc, en conclusion sur ces études-là, on a ça. Alors, je résume très rapidement et grossièrement. Mais si on utilise les incitations financières pour accompagner le changement ou accéder au comportement, ça fonctionne. Par contre, si on utilise ça juste comme un bâton ou une carotte, dire attention, si tu adoptes pas ce comportement-là, tu vas avoir une punition, ou à l'inverse, tiens, si tu adoptes ce comportement, tu auras droit à ta récompense, ça marche pas. D'autant plus lorsqu'il n'y a aucune mise en situation. Je reprends l'exemple des masques. Si demain on arrête de verbaliser de 135 €, est-ce que tout le monde va continuer à les porter? Encore plus pour les limitations de vitesse. Si demain il n'y a plus de radar sur les routes, qui est-ce qui va respecter les 130 km/h? Voilà. Si on se réfère un petit peu plus aux déchets, il y a de l'incitation financière dans beaucoup de domaines du tri et de la collecte des déchets. Il y a par exemple les TOMI. Donc les TOMI, c'est la taxation de l'enlèvement des ordures ménagères, et le I, c'est pour incitatif. Pourquoi incitatif? Bien, dans certaines régions en France, c'est déjà le cas. Les poubelles sont individualisées et pesées, ce qui fait que vous ne payez plus votre taxe ou la redevance dans certains cas en fonction de la superficie ou du lieu dans lequel vous habitez, mais vous allez payer en fonction du poids de votre poubelle. Ce qui fait que, indirectement, ça va vous forcer à mieux trier, consommer un peu différemment, mais surtout mieux trier, puisque si vous triez mieux, vous mettez moins dans la poubelle noire, en fonction de la couleur, bref, les ordures ménagères. Donc, votre poubelle est moins lourde et donc vous payez moins. C'est une incitation financière classique qui, selon l'ADEME et d'autres études, semble fonctionner. Pour les déchets électroniques, puisqu'on est là pour parler des D3E, c'est un peu différent. On n'a pas un bac D3E à la maison. Donc, ce qui est le plus préconisé par les chercheurs, c'est un système de green points, des points verts. Je vais vous parler d'une petite étude qui a été réalisée en 2017. Petite, c'est un euphémisme parce que c'est une très grosse étude en réalité. Ça a été réalisé dans une ville en Chine. Toutes les personnes habitant, tous les résidents de cette ville ont participé à l'étude. Et l'étude était simple. Ils voulaient pousser les individus, les résidents de cette ville, à trier leurs ordures alimentaires et que tous les matins, ils devaient apporter dans un petit sac sur une place de la ville à 9 h pour déposer leur sac et en échange récupérer des points. Ces points leur permettaient d'accéder à des récompenses alimentaires et notamment des œufs, ce qui a fortement fonctionné. Et les auteurs de l'étude mentionnent que 32% des milliers de personnes résidant dans cette ville sont allées tous les matins à 9 h, à partir de 9 h, pour déposer leur sac de déchets alimentaires triés. Ce qui laisse à penser que ce genre d'idée pour les incitations financières peut fonctionner. Ce système de points, on l'a retrouvé en France à partir de 2017 avec une start-up qui s'appelle YoYo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une start-up qui a donc été fondée en 2017 et qui a pour but de motiver les concitoyens à trier, collecter et apporter en point de collecte des bouteilles en plastique et depuis peu des déchets d'équipements électriques et électroniques, des 3E. Avec Écologique, nous avons expérimenté pour essayer de voir un petit peu l'impact psychologique de cette incitation financière sur le comportement. En gros, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que sur le long terme, on peut dire que l'incitation financière est une bonne idée pour le tri des D3E? Donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons créé une nouvelle campagne. Nous avons cherché à sensibiliser les trieurs de YoYo. Et nous avons pris tous ces trieurs-là, que nous avons divisés en deux. À une première partie, on a envoyé un message faisant la promotion de la nouvelle opération pour la collecte des D3E, et on a mis en avant des points d'incitation financière. On leur a dit, attention, dans cette nouvelle campagne, eh ben, vous aurez plus de points potentiellement, vous serez mieux rémunérés, donc vous aurez plus de récompenses. Pour l'autre partie des trieurs, nous avons mis exactement le même mail, mais mis en avant la responsabilisation, les normes sociales, et la facilité avec un engagement. 3 leviers psychologiques que je vous ai présentés juste avant. Donc en gros, on compare l'efficacité de l'incitation financière d'un côté, pour la moitié des trieurs, et la responsabilité, l'engagement, les normes sociales, donc des leviers un peu plus classiques pour l'autre moitié des trieurs. Alors malheureusement, à propos des résultats, j'ai fait monter un peu la hype, comme on dit, mais je n'ai pas de résultats, parce qu'on a commencé le 1er septembre, ça se termine début octobre. Par contre, j'ai quand même 2 éléments à vous donner, des éléments que je me permets de vous donner parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, pas que dans notre expérimentation.
Avant de faire l'expérience, dans mon processus donc expérimental, j'ai des entretiens avec les participants à l'expérience. Parmi toutes les questions que je pose, j'essaie de cartographier tous les éléments qui facilitent le comportement et tous les éléments qui empêchent le comportement qu'on veut les voir adopter. Et un des éléments qui revient le plus dans la facilitation du comportement, c'est justement faciliter l'apport pour les D3E ou en général, rendre plus facile le comportement physiquement. Donc des coûts moins importants, mais des coûts aussi physiques, mentaux, psychologiques. Deuxième élément, qui est un peu plus léger, tous m'ont certifié que s'ils recyclaient leur D3E dans le programme YoYo, c'était par responsabilité écologique et non pas parce qu'ils voulaient avoir des points et donc des récompenses. Mais par contre, ils pensent tous que les autres, ils font ça pour les points et la récompense. Pour terminer, donc, si vous aviez 4 choses à devoir retenir de ce que je vous ai dit là, premièrement, si vous cherchez donc, à changer les comportements, rappelez-vous que persuader, ça ne suffit pas. Je vais prendre un exemple tout bête. Là, on est tous ici dans la salle, d'accord, pour dire qu'on souhaite tous être en bonne santé. D'accord ? Même si on a un peu chaud, moi le premier, on veut tous être en bonne santé. On sait tous également que manger gras, trop sucré, trop salé, boire de l'alcool ou fumer, c'est pas bon pour notre santé. Malgré ça, certains parmi nous mangent trop gras, trop sucré, trop salé, certains boivent de l'alcool, certains fument, certains les trois même. Il y a donc une dissociation entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Il y a une dissociation entre nos croyances, nos opinions, notre savoir même, et notre comportement. Donc, il ne suffit pas de marteler des arguments pour changer ce qu'on pense, il faut aller au-delà pour changer réellement le comportement. Deuxièmement, il faut chercher à simplifier la communication. S'il y a d'autres professionnels du D3E dans la salle, petite note personnelle, je suis dans le D3E, donc j'étudie les comportements relatifs au D3E depuis 2012. J'ai vu beaucoup de fois, et on en discutait très souvent, le terme D3E employé pour les communications grand public. Vous savez, avec entre parenthèses déchets d'équipements électriques et électroniques, avec une petite étoile, un astérisque, remenant tout en bas, disant, vous savez, c'est les appareils qui fonctionnent avec des piles ou sur batterie ou avec une prise électrique qui ne fonctionne plus. Bref. Donc, une simplification globale, visuelle, mais aussi sur le fond de la communication, ça fera vraiment beaucoup, un peu comme l'expérience dont je vous ai parlé avec la taxation en Angleterre. Troisième point, modifier l'environnement et non le comportement. Alors, on ne peut pas, en fait, modifier un comportement. Vous allez vous dire, il nous dit, ça fait 20 minutes qu'il nous parle de changement de comportement, et en fait, on ne peut pas. En réalité, on ne change pas les comportements. Lorsque vous avez un sticker qui est collé devant vous et qui dit 75% des clients de cette chambre ont réutilisé leur serviette au moins une fois, en réalité, ça modifie la façon dont vous voyez la chambre et la consommation de serviettes. Ça ne modifie pas votre comportement. C'est vous qui, par la suite, du fait du changement de votre perception de votre environnement, allez changer votre comportement. Et enfin, dernier point, faciliter le comportement. C'est vraiment le b.a.-ba. Si le comportement est facile, si à gauche vous avez un comportement qui est facile, et à droite vous avez un comportement qui est chiant, long, fastidieux, qui est coûteux sur le plan financier, physique ou mental, vous avez toutes les chances que le premier comportement soit adopté au détriment du second. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Je vais faire la transition. Donc, je vous remercie aussi d'être là au nom d'Écologique et je remercie Dimitri pour sa présentation. C'est très synthétique et qui va sur l'essentiel. Il a quand même étudié plus de 200, je crois que c'est ça, 200 études qui sont rassemblées sur les incitations financières. Sur les incitations. Donc c'est un énorme travail qui vous a restitué en quelques minutes. Donc je voulais féliciter pour l'exercice. Et faire des études, ça fait partie des engagements que prend un éco-organisme quand on répond au cahier des charges qui est lancé par les pouvoirs publics pour devenir un éco-organisme. Dans ces engagements, il est question de faire de la prévention et faire de la recherche et développement pour justement atteindre les objectifs de collecte, de valorisation qui nous sont imposés. Donc ça fait partie de notre ADN de faire appel à des professionnels pour remonter l'état de l'art sur certaines choses, que ce soit sur les comportements, que ce soit sur les technologies, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à rencontrer Dimitri
pour étudier le comportement et pour être en mesure de proposer une solution en face de tous ces constats. Alors, maintenant qu'on sait l'état de l'art, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc je vais vous la présenter vraiment en 2 minutes à la fin, mais en attendant, on avait souhaité vous présenter Franck Binoche, qui est le président et fondateur de Triéthique. Et en fait, suite à cet état de l'art de Dimitri, il nous a semblé intéressant de vous remonter aussi un retour d'expérience. Donc je vais laisser Franck nous parler de Triéthique et surtout de ses 10 années d'expérience et d'observation pour faire le lien avec l'état de l'art et le terrain. Et puis pour conclure juste après, je vous parlerai de notre offre qui rassemble tout ce qu'on a pu constater, soit au niveau comportemental, soit au sein même des entreprises. Donc pour commencer, je ne sais pas si tu as un micro, Franck, je vais mettre là-bas. Il fonctionne. Comme disait, voilà, Franck Binoche est président fondateur de Triéthique, donc je vais le laisser se présenter et présenter Triéthique. Et puis je lui demanderai si, face au constat qu'a pu nous présenter Dimitri, si ces 10 années qui viennent de passer, il constate, il valide pas, enfin voilà, quel est son retour terrain. Vaste programme. Donc Triéthique existe depuis 10 ans et sur l'évolution des déchets, alors je vais parler plus de l'évolution des déchets sur ces 10 dernières années et pour finir un peu avec effectivement la partie électronique. Donc nous avons commencé il y a 10 ans avec une seule solution qui est la collecte des déchets de papier. Aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui n'ont pas de solution mise en place pour le papier. Elles se font de plus en plus rares. Et on a évolué sur l'évolution de collecte et de recyclage en même temps que nos clients. Aujourd'hui, on collecte une vingtaine de déchets. On intervient uniquement en Île-de-France. Et il y a eu une certaine accélération pour certaines entreprises en 2016 avec le décret de 2016 et la réglementation portant sur ce qu'on appelle les 5 flux, papier, carton, plastique, verre, bois et métaux, qui est obligatoire pour toute entreprise de plus de 20 salariés. Et pour ceux qui n'auraient pas mis en place la collecte et recyclage de ces 5 flux, sachez que les premiers contrôles vont démarrer en 2021. Donc ça, c'est l'incitation. À propos de l'environnement, ce qui est important, évidemment, il y a une préparation de sensibilisation des salariés, des collaborateurs. Ce n'est pas que la loi, ce n'est pas que la démarche sociétale. Il faut aussi le faire avec sérénité et le mettre en place petit à petit. Peut-être pas commencer par 20 déchets, évidemment, mais au moins commencer par l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est évidemment les 5 flux pour la plupart des entreprises. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, éventuellement avec groupes de travail. Ça ne demande pas énormément de temps, mais il vous faut une démarche explicative en tout cas, de sensibilisation auprès des salariés, parce que sinon, la plupart du temps, on se rend compte que les salariés ou les groupes de travail nous disent oui, mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment recyclé? Quand je vois les bennes à ordures ménagères qui passent, tout est mélangé. Enfin, il y a un peu toutes les exagérations qui ressortent à ce moment-là. Faut simplement rassurer que on va mettre en place ce qu'on appelle un tri. Et aujourd'hui, le facilitateur, évidemment, et tous les nouveaux aménagements tendent vers cela, c'est qu'on n'est plus sur des poubelles individuelles, mais évidemment des points d'apport volontaires. C'est le collaborateur qui va déposer le déchet à la bonne borne. Donc le métal avec le métal, le papier avec le papier. Mélanger, ça facilite évidemment pas du tout le recyclage, donc c'est pour ça que nous on n'est pas pour. Notre parti pris était vraiment de développer le tri à la source, ce qui permet aux collaborateurs aussi de partager l'expérience et pas juste je continue à jeter. Et puis, une fois que le groupe de travail a finalisé son projet, on a fait la sensibilisation, la communication. On va donner des premiers résultats en fait de collecte, et les résultats vont être plutôt des résultats dire c'est bien trié, pas bien trié. On n'est pas là pour mesurer ou pour dire aux clients vous avez fait beaucoup ou pas beaucoup.
ce qui veut rien dire en soi, parce que si le client trie bien ou trie trop bien, il va avoir une masse importante, donc on ne va pas retrouver dans ce qu'on appelle les autres déchets, les DIB. Mais s'il n'a pas beaucoup de déchets, ça ne veut pas dire qu'il trie mal non plus. Donc c'est vraiment, là, il faut pousser un peu plus loin pour l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui tendent à bien trier, mais qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de déchets. Donc ça, c'est toujours difficile à dire aux clients, c'est quoi la norme? On a des statistiques, mais la norme en soi ne veut rien dire, parce qu'elle dépend de la culture de l'entreprise. Et puis il y a des lieux, typiquement dans Paris, où il n'y a pas de restaurant d'entreprise, et on va trouver des restaurants take-away un peu partout. Et là, tous les déchets arrivent dans l'entreprise. Donc là, évidemment, si les salariés trient tout, on va avoir énormément de déchets, relativement au nombre de personnes. Mais c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc là, il y a peut-être des réflexions à mener autrement pour éviter ce type de déchets. Et puis, on a travaillé enfin avec Écologique sur justement l'expérimentation relative au D3E, qui consistait à dire, est-ce que on ne peut pas aller chercher plus de déchets, ou en tout cas éviter que les déchets restent dormants à la maison, ou peut-être même soient déposés sur le trottoir de façon pas très sympathique. Si on propose de développer une solution avec une borne d'apport pour les salariés, mais pour les salariés non pas en tant que salariés de l'entreprise, mais en tant qu'individu amenant ses déchets de chez lui pour le déposer au travail, est-ce que ce n'est pas un moyen de faciliter le comportement des salariés qui se disent, quand je vais faire mes courses, j'ai encore oublié mes D3E pour les déposer, mais là je sais que tous les jours je vais pouvoir les déposer en fait. Le résultat, c'est qu'on a fait un déploiement assez rapide. Nos clients ont répondu relativement, on a à peu près 20% qui nous ont répondu favorablement pour l'expérimentation et qui aujourd'hui ne voudraient pas s'en séparer. Donc, parce que la borne est une borne de proximité qui n'est pas trop imposante et qui est très claire et qui permet aux salariés de ramener régulièrement ces déchets électroniques sans s'encombrer chez lui ou sans se dire je l'ai encore oublié chez le commerçant. Franck, justement, est-ce que vous avez des cas d'entreprises qui auraient initié une démarche de collecte séparée, avec ou sans D3E, et qui auraient décidé d'abandonner? Ça existe? Alors nous, on n'en a jamais eu. On a eu un ou deux cas en fait, où la borne était mal posée. Elle était posée dans un endroit qui n'était pas soit visible, soit accessible, et du coup qui était plutôt très mal utilisé. Alors on allait retrouver un peu tout, des mouchoirs, etc., mais assez peu de D3E. Donc du coup, ils voulaient arrêter l'expérimentation. On a redéplacé la borne, et aujourd'hui, évidemment, son usage est correct. Et est-ce que le temps est facteur de performance? C'est-à-dire, est-ce qu'avec le temps, dans une même entreprise, on voit les choses s'améliorer? Est-ce qu'on a une courbe de progression qui stagne à un moment donné? Enfin, comment ça se passe dans le temps quand vous avez 10 ans d'expérience? Il y a deux phases possibles, en fait. Il y a la phase ascendante pour la plupart des entreprises. Donc, petit à petit, ils se font à l'idée de l'apport volontaire. Et puis, il y a aussi une phase décroissante également, quand il n'y a plus soit de communication relative à ce qui s'est passé antérieurement, soit un peu un abandon dans l'entreprise. Alors, les raisons, on ne les analyse pas toujours, mais donc là, il faut remettre un coup de communication pour peut-être remotiver les collaborateurs dans la démarche, mais ça va toujours si dans l'entreprise il y a une direction qui porte aussi le projet. D'accord. Et juste une question aussi sur une des spécificités de Trietix, c'est acteur de l'économie sociale et solidaire, et donc d'embaucher du personnel handicapé. Est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur de performance, que la relation qui va se nouer avec les gens qui vont venir, est-ce qu'il y a un échange humain et social? Est-ce qu'on a aussi des vertus, vu qu'on est sur l'humain, sur le comportement, est-ce que ça permet des rencontres qui n'auraient pas forcément lieu? Est-ce qu'il y a un point
intéressant aussi de ce côté-là ou pas Alors oui, parce que nos entreprises, à la différence de gros faiseurs en fait, on entre dans l'établissement pour aller collecter, soit sur les points d'apport volontaire, soit sur des points de stockage. Nos salariés chez nous sont également formés à avoir la relation client. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le collecteur qui vient changer son bac, c'est aussi le collecteur qui va percevoir s'il y a un tri qui est correctement fait immédiatement. Souvent ça se voit ou ça se sent, pouvoir échanger directement avec l'interlocuteur qui lui a été dédié dans l'entreprise pour lui dire bah, là ça va pas, là ça va bien, ou là il y a une anomalie, ou il y en a beaucoup plus qui s'est passé. Voilà, nos salariés rentrent dans l'entreprise, ils ne restent pas dans la rue ou en pied d'immeuble. Ce qui facilite évidemment l'échange. Évidemment, ces facteurs d'insertion, ces facteurs d'intégration, et de toute façon, ils sont aussi le relais pour le client, mais ils sont le relais chez nous. C'est-à-dire qu'ils vont systématiquement, en cas d'anomalie, nous en référer pour que nous, on puisse modifier la situation avec le client directement. Ok. Moi, j'ai plus de questions. Peut-être dans la salle, si vous avez des questions auprès de nos deux intervenants. Ça peut, on peut les passer après. Ouais, ok. Donc, Franck, est-ce que vous voyez des points à aborder sur ce retour, sur l'incitation financière? Finalement, vous n'êtes pas trop confronté à ça. Est-ce que vous avez eu des cas de mise en place de solutions où juste ils auraient parallélisé avec une sorte d'incentive financière? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Quel est votre retour Alors, historiquement, en fait, les gros faiseurs, pour les grosses entreprises, vendaient une prestation et rachetaient la matière. Donc c'est une incitation financière quelque part, sauf qu'il peut y avoir plusieurs problématiques liées à cette incitation. C'est que comme l'incitation est liée à la masse collectée chez le client, est-ce que la masse est la bonne? C'est des points d'interrogation en fait. Ensuite, est-ce qu'à un moment donné, quand les cours sont sujets à des variations très importantes d'un mois sur l'autre, ce qui s'est passé depuis 2 ans en fait, beaucoup d'acteurs qui avaient cette incitation dans leur contrat se sont mis à résilier tous leurs contrats les uns après les autres en disant bah, je ne peux plus vous rémunérer puisque les cours sont presque des cours négatifs. Mais en revanche, vous allez devoir payer beaucoup plus. Donc nous, notre logique a toujours été de dire on préfère être maître. Si on peut être maître des cours, on n'est pas maître des cours évidemment, mais on préfère nous subir les cours de négoce que de vous faire subir à vous les cours de négoce. Mais en revanche, notre prix est un prix juste et qui ne dépend pas des variations extérieures. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vais prendre les 2-3 minutes pour vous présenter l'offre. Alors cette offre, elle est née justement de ces constats et des expérimentations qu'on a pu faire sur le terrain, notamment avec Triethic. Depuis 1 an, on a un peu testé notre solution, on l'a ajustée. L'idée, c'est un peu de prendre les 2 principaux bénéfices de l'étude, qui est dire le green point, c'est-à-dire si l'endroit est bien identifié et en plus agréable, bah, ça va être un facteur incitatif. Donc ça, c'est le premier. Et ensuite, derrière, c'était l'engagement, finalement, comment aller chercher cet engagement, comment demander à ses collaborateurs de faire un beau geste, mais sans s'imposer quoi que ce soit à soi-même, etc. Donc, sur ces 2 leviers, on s'est dit que finalement, ce lieu où on va, hors confinement, 5 jours sur 7 et on y passe 8 heures par jour, c'est quand même un green point intéressant. La particularité du déchet électrique électronique, c'est ce qu'on appelle un déchet extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'en fait, vous n'en produisez pas tous les jours, comme des déchets plastiques, etc. C'est vraiment de temps en temps. Et c'est en plus extraordinaire parce que ça nécessite un geste extraordinaire. Il faut aller vers une déchetterie ou il faut penser à aller avec ses déchets faire ses courses. C'est pas complètement inné, ou alors il faut aller faire un effort vers un acteur associatif. En tout cas, ça représente un effort et c'est pour ça qu'on l'appelle extraordinaire. Et donc on s'est dit, ce déchet extraordinaire, il faut que je lui trouve un point de collecte agréable et régulier, simple et accessible. Finalement, le lieu de travail, c'est quand même un endroit où je passe tous les jours.
je vais passer tous les jours devant l'ascenseur, ou tous les jours devant le parking, ou tous les jours dans l'entrée. Si j'identifie que c'est un point où je peux me débarrasser de mes appareils de la maison, je devrais avoir un geste facilité. C'est bien un des axes qui a été démontré. Et puis, l'idée, c'est de se dire, cette approche qui est de permettre à l'entreprise de proposer à ses salariés, c'est une approche double et durable. Pourquoi double et durable? Parce que c'est les entreprises et les collaborateurs collectivement qui œuvrent pour cette action qu'est le déchet électrique et électronique, qui est un déchet particulièrement important. Pourquoi? Parce que les équipements dont on parle, c'est des équipements complexes, conçus avec des métaux rares, des métaux même très critiques, avec des substances polluantes, avec des gaz APRG par exemple pour les clims. Voilà, c'est quand même un déchet complexe et particulier. Et finalement, j'en faisais l'exercice tout à l'heure avec ma collègue de compter sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU en quoi œuvrait le recyclage électronique. Sur 17, c'est quand même 11 de ces objectifs qui sont impactés. Donc ça vaut le coup de faire une action focus sur les D3E. Et cette action, elle consiste à proposer à ses collaborateurs de ramener les déchets à la maison. C'est gagnant-gagnant parce que le collaborateur, lui, il a une solution pratique qu'il voit tous les jours, donc il sait qu'il peut le déposer là. C'est gagnant pour l'entreprise parce qu'elle met en place une action concrète de RSE parce que ce dispositif, on vous le livre clé en main et c'est gratuit. On vous livre les meubles gratuitement et on va vous accompagner tout le long du processus. Franck l'a bien rappelé, il ne suffit pas de poser des meubles, il faut identifier, sensibiliser, accompagner, reporter. C'est tout ça qui va faire le succès du dispositif. Donc on vous accompagne tout le long du cycle de vie de ce dispositif, jusqu'aux statistiques RSE par l'intermédiaire de notre système d'information qui va vous remonter des graphiques, des chiffres clés, etc. pour abonder vos rapports. Et c'est gagnant pour l'entreprise parce que de fait, elle va capter, collecter des kilos qu'elle n'aurait pas collectés. Et donc par rapport à son réseau de déchets triés sur l'ensemble de production de déchets, elle va améliorer son ratio. Donc c'est vraiment une action gagnante-gagnante dans l'air du temps qui permet de trouver, vraiment faire quelque chose de concret et surtout clé en main. Dès l'instant que vous prenez la décision et vous recevez vos meubles, on vous accompagne sur l'ensemble du processus. Donc voilà, je ne veux pas trop vous embêter plus. Sachez que cette offre existe, vous avez nos coordonnées, c'est gratuit. Il y a des petites conditions, quand je vous dis que c'est gratuit, on est dans les conditions de gratuité de l'éco-organisme, on est des conditions logistiques. Ce n'est pas gratuit s'il faut aller chercher sur un toit dans des conditions extrêmes, voilà, pour limiter la gratuité. Et il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, vous voulez interpeller nos intervenants, c'est le moment, profitez-en. On n'a pas toujours un docteur ou un docteur sous la main. Donc n'hésitez pas à lever la main et à poser votre question si vous avez quelque chose qui vous interpelle ou une question que vous souhaitez qu'on n'aurait pas assez poussée, vous souhaitez des éclaircissements. Monsieur. Bonsoir. Dans cette solution, est-ce qu'il y avait une question de différencier la provenance du déchet, à savoir chez le particulier versus son entreprise? Alors, nous, on va être capable d'apporter ce niveau de finesse au niveau du reporting. C'est pour ça qu'on met à disposition des meubles. Ça permet d'identifier et d'isoler ces flux pour vous livrer les données. Ensuite, les données, libre à vous de les agréger ou pas, ou de les séparer. Parce que de toute façon, vous êtes sur une action collective, une démarche collective, le D3E, et la gestion, la collecte, le recyclage des D3E, c'est une obligation de l'État français à l'égard de l'Europe. Donc c'est ensemble qu'on va trouver les solutions pour atteindre les performances de cette directive. Et donc il n'y a rien qui... Enfin, on ne prend pas les déchets des autres en fait. On est toujours sur ce même sujet d'intérêt général. Mais on peut vous donner cette finesse grâce aux meubles. Est-ce qu'on peut quand même mettre les données liées aux collaborateurs sur un rapport RSE? Vous contribuez à favoriser la mise en place de la collecte séparée. Donc vous évitez tout un tas de données. Libre à vous de le mettre en avant ou pas dans votre activité, mais vous voyez, mais vous œuvrez quand même à aller vers la bonne pratique. Donc après, il y a encore pour l'instant assez de souplesse sur les rapports pour pouvoir mettre votre démarche en avant. Ce qui est quand même important, c'est qu'on sait que la performance économique de l'entreprise fonctionne mieux quand il y a des actions RSE.
Et on a, sans spoiler, il va y avoir une restitution d'études de riposte verte sur les déchets de bureau, où il est dit que 86% des collaborateurs sont prêts à rapporter leurs déchets à la maison. Donc vous leur rendez service, l'entreprise y gagne, c'est une démarche collective. Honnêtement, moi, simple citoyen, je ne comprendrais pas pourquoi ce ne serait pas mis en avant. Je veux dire, ce n'est pas une tromperie, ou au contraire, c'est une démarche collective. On a été aussi clair que ça, il y a 0 question. Il nous reste quelle heure est je vois pas l'heure. 17h11, donc 4 minutes. J'ai 4 minutes, je ne vous ai pas parlé d'écologique, mais notre rôle d'éco-organisme est de mettre en place les solutions les plus efficientes pour aller collecter les déchets, quelles que soient vos propres problématiques. On est financé par les fabricants, les metteurs sur le marché, pour collecter à leur nom les équipements qu'ils ont mis sur le marché. On intervient quelles que soient les conditions. Nos solutions sont gratuites car financées par les fabricants dans certaines conditions, mais si, comme je vous expliquais, la condition est extrême ou elle est très spécifique, ça peut être lié au type d'équipement. Quand c'est une climatisation, c'est des équipements très lourds, très, très mal accessibles. Ça peut être des spécificités liées à l'IT, par exemple sur la sécurisation des données. Ça peut être sur l'extraction de fluides. On va être en mesure, on a maillé depuis maintenant 15 ans d'existence tout un lot de prestataires, et on est capable de répondre au niveau national à l'ensemble des solutions, à l'ensemble des problématiques qui sont présentées. Tout ça avec notre vertu d'éco-organisme, à savoir on est des éco-organismes à but non lucratif. Donc n'hésitez pas à abuser de nos services, ils sont gratuits, ils sont financés, et par là même vous contribuez à l'effort national de cette filière agréée. Vos données par notre intermédiaire remontent au niveau statistique à l'échelle nationale. J'ai fini, si vous n'avez pas plus de questions, et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On était la dernière conférence de la journée, donc vous êtes courageux. Merci beaucoup à vous. Merci.